Bonjour, je m'appelle Jean-Benoît Gambé. Anne-Sophie Chelbaya. Nous sommes tous les deux cofondateurs de la magnifique société Moonshot et aujourd'hui, nous allons vous expliquer. Comment aligner un portefeuille à l'accord de Paris? Alors, vous l'avez probablement vu, il y a de plus en plus de communication sur cette thématique. Les compagnies d'assurance mettent en avant le fait que leur portefeuille fait 3,2 degrés. Vous avez vu peut-être un rapport d'Oxfam qui montrait que le CAC 40 allait vers une trajectoire à 5 degrés ou 4 degrés. Il y a certaines boîtes qui sont à plus 4 degrés, d'autres qui sont à plus 3 degrés. Mais c'est vraiment la mode. De plus en plus de nos clients nous demandent de les accompagner sur ce sujet. Mais qu'est-ce que c'est exactement ? Anne-Sophie, explique-nous. Ouais, c'est pas toujours très clair. Donc, aligner un portefeuille à l'accord de Paris, ça veut dire construire un portefeuille ou faire des allocations au sein de ce portefeuille pour faire en sorte qu'il s'inscrive dans une trajectoire de réchauffement climatique qui ne dépasse pas 2 degrés à l'horizon 2100. On va vous expliquer concrètement ce que ça veut dire et comment on fait, quelle est la méthodologie précise pour arriver à mesurer cette température de portefeuille. On va prendre des exemples très concrets et vous devriez, à la fin de la vidéo, vraiment comprendre comment on aligne un portefeuille. Alors, pourquoi aujourd'hui on parle d'alignement de portefeuille à l'accord de Paris ? Déjà, le premier, c'est parce que c'est une directive, on va dire, mondiale et de l'Union européenne. L'Union européenne s'est engagée à l'accord de Paris, c'est-à-dire à ce que les émissions de gaz à effet de serre ne fassent pas en sorte que la température augmente de plus de 2 degrés. Et donc, par rapport à ça, il y a beaucoup de réglementations qui tombent pour respecter cet objectif. Ensuite, le deuxième. Le deuxième, c'est une question de gestion des risques, c'est-à-dire que plus vous alignez théoriquement votre portefeuille à l'accord de Paris ou à un scénario 2 degrés, plus vous diminuez le risque de transition de portefeuille, c'est-à-dire la capacité de votre portefeuille d'évoluer dans un monde qui change et qui réduit globalement ses émissions. Et oui, parce que si jamais votre portefeuille est aligné, ça veut dire que les sociétés le composant vont déjà vers une trajectoire bas carbone et ils sont déjà prêts à transiter. Et ensuite, la troisième raison, c'est parce que c'est obligatoire. L'article 29 de la loi énergie-climat oblige les sociétés de gestion et toutes les institutions financières à prendre en compte cet alignement et en tout cas à commencer à mesurer la température de leur portefeuille. Alors, on va commencer une petite phase d'introduction par vous expliquer des concepts importants qu'il faut maîtriser pour comprendre l'alignement d'un portefeuille à l'accord de Paris, comme l'intensité carbone, le budget carbone, ce que c'est qu'une trajectoire climatique, ce que sont que les émissions évitées, les émissions induites, ce que sont que le scope 1, 2, 3, il y en aura beaucoup d'autres. Puis on va vous donner aussi quelques notions de physique de base, comme par exemple comment convertir des tonnes de méthane en tonnes de CO2, comment convertir des joules en watts, ou bien comment convertir des tonnes de CO2 en parties par million. Alors évidemment, c'est une grosse blague et on va absolument pas vous parler de ça. On va justement tout faire pour ne pas vous parler de ça et pour que ce soit le plus concret possible. Et donc on va même partir d'un portefeuille avec des poids pour que tout le monde comprenne bien. Mais avant ça, je rappelle, vous connaissez le principe, vous pouvez demander la présentation. Lors de la présentation, on ne vous montre que des graphes, il n'y a presque pas de texte. Si vous voulez recevoir la présentation avec du texte et qu'on a préparé, demandez la présentation à anthony.gouget@moonshot.run. Avant de vous présenter une méthode d'alignement sérieuse à l'accord de Paris, on va vous présenter deux méthodes qu'on dit pour les nuls. En gros, la première méthode pour les nuls, c'est de dire pour avoir un portefeuille aligné à l'accord de Paris, je ne vais investir que dans des entreprises qui sont alignées. Et qu'est-ce que c'est des entreprises alignées ? C'est des entreprises qui disent qu'elles sont alignées. Ouais, donc typiquement, il y a des organisations qui regroupent toutes les entreprises qui ont l'ambition d'être neutres en carbone en 2050, par exemple le SBTI. Le problème, c'est qu'en ne sélectionnant que des entreprises sur leurs ambitions à horizon 2050, on ne vérifie pas la véracité, la réalisation de leurs ambitions chaque année. Et comme vous le voyez sur cette slide, il y a beaucoup de sociétés qui ont pris l'engagement de devenir neutres en carbone. BNP, Danone, La Poste, vous voyez toute la liste, il y en a plus de 100 et il y a presque tout le CAC 40 finalement qui a décidé d'être neutre en carbone. Et donc ça ne suffit pas juste d'investir dans des sociétés qui disent « oui, moi j'ai l'ambition d'être neutre en carbone ». Une deuxième méthode, ça va être d'investir dans des sociétés qui finalement... Oui, excuse-moi. Une deuxième méthode pour les nuls. Pour les nuls, évidemment. mais pas sérieuse. Bien sûr, pas sérieuse, mais qu'on voit tous les jours. Ça va être de dire, si mon portefeuille ou si la somme de mes sociétés diminue leurs émissions de gaz à effet de serre de 5% tous les ans, par construction,
mon portefeuille va diminuer ses émissions de 80% à hauteur de 2050, donc en 30 ans. Et donc là, je suis également aligné, je suis dans une trajectoire de décarbonation. Mais là aussi, c'est un problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être qu'en 2021, c'est très facile de diminuer ses émissions de gaz à effet de serre de 5%. D'ailleurs, ça a été fait pour tout le monde pratiquement en 2020. Mais ça ne veut absolument pas dire, à cause du Covid, mais ça ne veut absolument pas dire que mon portefeuille est aligné. Donc, on va essayer de vous présenter une méthode qui est beaucoup plus scientifique. Donc, partons d'un portefeuille de 10 valeurs. Alors, voici le portefeuille qu'on va essayer d'aligner. Il y a 10 positions dans 9 secteurs différents. Tout le monde est avec un poids de 10%, et on va regarder comment l'aligner. Alors, premier rappel, c'est que pour aligner un portefeuille à l'objectif de Paris, il ne faut pas dépasser les 2 degrés. Vous remarquez que là, pour l'instant, on est à 1 degré. On va évidemment aller jusqu'à 2 degrés, et le but, c'est de ne pas dépasser les 2 degrés. Donc, dans ce graphique-là, vous voyez qu'il y a une corrélation directe entre les émissions de gaz à effet de serre depuis 1890 et la température. Plus il y a d'émissions, plus la température augmente. Pour ne pas dépasser un réchauffement climatique de 2 degrés en 2100, il ne faut pas dépasser en réalité un budget total d'émissions de CO2 dans l'atmosphère. Ce budget total en cumulé, il est de 3600 gigatonnes. Donc il ne faut pas dépasser ce budget. Aujourd'hui, on a déjà émis énormément d'émissions de CO2 dans l'atmosphère, beaucoup. Il nous reste à ce jour à peu près 1000 gigatonnes à émettre dans l'atmosphère jusqu'en 2100. Donc si on n'émet pas plus de 1000 gigatonnes, la température n'augmentera pas, c'est physique, de plus de 2 degrés. Alors, comment faire pour ne pas dépasser ces objectifs de température ? La bonne nouvelle, c'est que des scientifiques ont développé des scénarios climatiques pour ne pas dépasser 1,5 degré, c'est le scénario SSP 1.9, ou pour ne pas dépasser 2 degrés à horizon 2100, c'est le scénario 2.6. Et il y a beaucoup d'autres scénarios, comme vous le voyez. Chacun de ces scénarios est très précis. Il prend en compte, par exemple, la population mondiale, il prend des hypothèses de croissance, il prend des hypothèses de mix énergétique. Donc chaque scénario a ses particularités, et on va dire, par exemple, les émissions de charbon vont évoluer comme ça sur les 30 prochaines années, le pétrole comme ci, les éoliennes comme ça, etc. Il y a d'autres scénarios que les SSP, c'est les RCP, qui ont été développés par le GIEC. Et donc là, les RCP, c'est pas en fonction des émissions cumulées de CO2, mais c'est en fonction de la concentration de CO2 dans l'atmosphère. C'est évidemment très lié parce que plus vous émettez et plus la concentration augmente. Et donc vous le voyez, par exemple, il y a le RCP 2.6 qui, lui, ne va pas dépasser 2 degrés. Il y a le RCP 4.5 qui ne va pas dépasser 3 degrés. Je le dis à peu près, je ne suis pas sûr de la température. Mais vous en avez plusieurs. Nous, dans notre cas, il va falloir qu'on choisisse un scénario, et on va choisir le scénario RCP 2.6 parce qu'on sait que le RCP 2.6 sera limité à 2 degrés. Et donc, quand on vous dit « mon portefeuille est aligné à l'accord de Paris », si vous voulez brayer dans les dîners, vous pouvez déjà tout de suite dire « attends, mais qu'est-ce que ça veut dire un scénario qui est aligné à l'accord de Paris ? Un portefeuille ne peut être aligné qu'à un scénario. » Donc là, tu parles de quel scénario ? Du scénario RCP 2.6, du scénario SSP 1,9, etc. Et on pourrait même inventer nos propres scénarios. C'est-à-dire que toutes les sociétés de gestion ou les banques peuvent inventer des scénarios qui disent moi, je pense que ça va être là-dessus et je vais aligner mon portefeuille par rapport à ces scénarios. Mais en tout cas, une méthode assez fiable pour aligner un portefeuille à un objectif de température, c'est de prendre des scénarios scientifiques qui ont été développés par le GIEC. Et nous, c'est ce qu'on va faire. On prend le RCP 2.6 et c'est parti. Si on s'appuie sur le scénario RCP 2.6, ce scénario vise à limiter le réchauffement climatique à 2 degrés à horizon 2100. Pour ça, il a établi un budget total d'émissions de CO2 à émettre dans l'atmosphère en cumulé de 1083 gigatonnes à horizon 2100. Ce budget total, il est ensuite alloué par secteur d'activité. Typiquement, sur l'acier, vous avez 112 gigatonnes de budget cumulé pour le secteur à émettre d'ici à 2100. Pour le secteur automobile, toujours selon le RCP 2.6, vous avez 92 gigatonnes à émettre qu'en 2100. Et donc là, par exemple, si vous avez une société, nous, dans notre portefeuille, on a 2 sociétés automobiles et une société dans l'acier. Si la société dans l'acier, par exemple, représente 10% de part de marché, on sait déjà que cette société n'a pas le droit, ou en tout cas, pour qu'elle respecte le scénario RCP 2.6, elle ne doit pas émettre plus que 10% des 112, soit 11,2. Pareil pour l'automobile, il faut prendre la part de marché, vous la multipliez par le budget du secteur, et là, vous savez quelle est la limite.
Alors, on va vous expliquer concrètement, dans le secteur de l'acier, comment une entreprise productrice d'acier peut s'aligner au scénario RCP26, c'est-à-dire à un scénario 2 degrés. Donc là, sur cette slide, vous voyez par exemple les prévisions du scénario. Donc si vous prenez la courbe bleue, c'est les prévisions de la production d'acier. Donc le scénario a comme prévision que l'acier augmente de 50% entre 2010 et 2050. Ensuite, la ligne jaune, ça va être les émissions par année du secteur. Donc là, le scénario a comme hypothèse que les émissions de CO2 du secteur annuellement vont passer de 2,9 à peu près 3 quelque chose, et ensuite diminuer jusqu'à 2 gigatonnes. Comment est-ce qu'on construit cette courbe ? On part, vous vous souvenez, du budget total de 112 gigatonnes qui a été alloué par le scénario. Et vous voyez qu'en gros, le secteur émet, on va dire en moyenne, 2,8 gigatonnes par an, ce qui correspond, fois 40 années, ce qui correspond à peu près au budget total de 112 gigatonnes. Et vous vous demandez pourquoi, à hauteur de 2050, les émissions de CO2 de l'acier sont encore de 2 gigatonnes, alors que tout le monde dit qu'en 2050, on doit être neutre en carbone. Anne-Sophie, je te laisse répondre à cette question. C'est une très bonne question. Merci. C'est parce que en réalité, il y a certains secteurs pour lesquels on n'est pas capable aujourd'hui de vraiment réduire les émissions à zéro. Donc, ce n'est pas tous les secteurs, heureusement, mais il y a certains secteurs, typiquement l'acier. Et donc, comment on fait ? On réduit au maximum les émissions du secteur et le surplus est absorbé donc via des technologies de captage du CO2 ou bien compensé via notamment tout ce qui est végétal. Parce que le scénario est global. Il n'y a pas juste que l'acier. L'acier en soi ne sera pas neutre, mais au total, ça sera neutre. Parce que ce sera peut-être capté par l'agriculture aussi, par exemple. Donc, maintenant qu'on a notre production, on a nos émissions de CO2, on peut calculer l'intensité du secteur de l'acier. Alors l'intensité, ça va être le nombre de tonnes de CO2 émis par tonne d'acier produite. Donc par exemple, en 2010, on est à 1,99, c'est-à-dire que pour émettre une tonne d'acier, j'émets 1,99 tonnes de CO2. Et je dois arriver à 0,89 tonnes de CO2 émis par tonne d'acier produit. Donc si ma société, à horizon 2050, arrive à une intensité carbone de 0,89, alors elle sera alignée. Et donc là, en fait, on va prendre cette trajectoire d'émission et on va regarder si la société est alignée. C'est-à-dire si son intensité carbone, l'intensité carbone de sa production d'acier, correspond bien à la trajectoire cible de l'intensité carbone du secteur. Donc là, vous voyez sur la courbe, c'est la trajectoire de l'intensité carbone du secteur de l'acier à horizon 2050, donc qui passe de à peu près 2 tonnes de CO2 par tonne d'acier produite à 0,89 tonnes. C'est le scénario RCP26. C'est le scénario RCP26 qui correspond donc à une température cible de 2 degrés à horizon 2100. En réalité, on pourrait tracer plein de courbes d'intensité carbone du secteur de l'acier à horizon 2100 selon l'objectif de température qu'on fixe. Et là, vous voyez, on a fait la courbe d'intensité carbone du secteur de l'acier dans un scénario à peu près 3 degrés. C'est le scénario RCP 4,5. Et vous voyez qu'on arrive à horizon 2050 à une intensité carbone de 1,3, donc c'est moins bon que le 0,89. C'est-à-dire que pour une tonne produite, on va émettre 1,3 tonnes de CO2. Et donc dans ce scénario-là, la température globale mondiale sera de 3 degrés. Pourquoi on vous en parle ? Parce qu'on en aura besoin tout à l'heure. Mais donc gardez à l'esprit qu'il y a plusieurs courbes avec des températures différentes. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait depuis le début ? On a commencé déjà par choisir notre magnifique scénario RCP26, c'est un scénario macro. On a converti ce scénario macro en micro, c'est-à-dire par secteur, on a calculé l'intensité carbone que devaient suivre les entreprises de ce secteur d'acier. Mais on aurait pu aussi, d'ailleurs c'est ce qu'il faut faire, mais pour un gain de temps, on va éviter de le faire, c'est-à-dire on peut faire la même chose pour l'automobile, la pharmaceutique, les assurances, etc. Créer plein de scénarios. Maintenant qu'on a ces scénarios, c'est-à-dire qu'on sait les trajectoires que les sociétés doivent suivre pour atteindre ou pour ne pas dépasser 2 degrés, eh bien, il faut savoir où sont les sociétés. Et donc là, c'est ce qu'on va faire dans le point numéro 3, c'est-à-dire qu'on va regarder si les sociétés sont alignées à ces scénarios ou pas. Alors, comment on évalue la performance climatique d'une société ? Donc là, par exemple, on vous a mis quelques chiffres sur, toujours dans le domaine de l'acier, c'est notre exemple, sur la production, le chiffre d'affaires, la valorisation de la boîte, les émissions scope 1, scope 2, scope 3. Donc,
vous commencez à le comprendre, il y a plein de méthodes différentes pour aligner un portefeuille. À chaque fois, on doit faire des choix. Donc là, par exemple, un des choix, c'est qu'on doit choisir quelles vont être les émissions de la société qu'on va prendre en compte. Est-ce qu'on prend le scope 1, le scope 2, le scope 3 ? Très rapidement, le scope 1, ce sont les émissions de gaz à effet de serre qui sont émises par la société lors de sa production. Le scope 2, ce sont les émissions de gaz à effet de serre qui sont émises par l'électricité qu'elle utilise. Si par exemple, pour faire fonctionner son électricité, son usine, elle utilise de l'électricité qui vient du charbon, d'une usine à charbon, et bien là, il va y avoir énormément de scope 2. Ensuite, le scope 3, c'est toutes les émissions de gaz à effet de serre en amont et en aval. Donc par exemple, en amont, si je prends un constructeur automobile, ça va être l'acier qui vient, ça va être le caoutchouc, etc. Ça va être aussi les déplacements des salariés, ça va être tout ce qui se passe en amont. Et ensuite, en aval, ça va être par exemple l'utilisation des produits. Donc nous, dans notre exemple, on a le secteur de l'acier. On va prendre que le scope 1 parce que le secteur de l'acier, le scope 1 représente une très grosse partie en fait des émissions de gaz à effet de serre. Mais c'est absolument pas le cas par exemple pour l'automobile où il faudrait prendre aussi le scope 3 en compte. Une fois que vous avez choisi le périmètre, vous avez défini le périmètre des émissions à prendre en compte, deuxième question à se poser, c'est quelle est la métrique d'intensité carbone que je vais choisir ? En réalité, il y en a plein. Et là-dessus, il faut faire attention à l'indicateur qu'on prend. C'est pas forcément toujours pertinent de prendre, par exemple, les émissions par salarié ou bien les émissions par chiffre d'affaires. Ce qui est souvent plus pertinent, c'est de prendre les émissions qui sont associées aux produits que la société fabrique. Pour une entreprise d'acier, c'est l'intensité par tonne d'acier produit, mais pour une entreprise de transport, par exemple, ça peut être les émissions qui sont produites par kilomètre. Parcouru. Ce serait pas très intelligent de prendre les émissions par chiffre d'affaires. Ou alors même les émissions par valorisation de la boîte. Il y a certaines sociétés qui ont des très fortes valorisations et donc du coup leur intensité carbone va diminuer fortement. Donc là c'est pareil, regardez quand on vous dit que c'est aligné par rapport à l'accord de Paris ou n'importe quoi, regardez qu'est-ce qui est aligné et quelle intensité est alignée. Troisième question, c'est prends-t-on en compte les objectifs et les intentions de la société dans le futur sur sa trajectoire d'émissions de carbone ? Alors, nous, dans notre exemple, on ne prend pas en compte les objectifs de la société parce qu'on prend en compte la trajectoire du secteur qu'on a calculé par rapport à un budget total du scénario climatique. On prend en compte les faits, on prend en compte l'intensité et on se fout si la société a comme ambition d'y arriver ou pas d'y arriver. On va juste regarder où elle est. Mais vous verrez qu'on vous montrera à la fin, certaines méthodologies incluent, pour construire les trajectoires des sociétés, inclut les prévisions, les forecasts, les guidance des sociétés. Les efforts des sociétés. Et donc là, on va potentiellement donner des espèces de points bonus. On va dire, bon d'accord, t'es pas aligné aujourd'hui, mais comme tu as dépensé beaucoup d'argent pour t'aligner, eh bien, on va t'aider un petit peu et on va dire que tu es aligné. Alors c'est parti, calculons l'intensité carbone de la société. La société a une production de 70 millions de tonnes d'acier et elle émet 165 tonnes de CO2, en tout cas c'est ce qu'elle émettait en 2010, et aujourd'hui elle en émet 155. La question c'est, est-ce qu'elle est alignée à notre trajectoire RCP 2.6 ? Donc pour ça on va calculer l'intensité carbone. Calculer l'intensité carbone, je fais 165 divisé par 70, ça me donne 2,3. C'est-à-dire que la société va émettre 2,3 tonnes de CO2 pour une tonne d'acier. Ça, c'était 2,3 en 2010. Et en 2020, elle émet 2,1, c'est-à-dire 155 divisé par 70. Question à 1 million, Anne-Sophie, est-ce que ma société est alignée au RCP 2.6, oui ou non ? Alors, comment je vais pour savoir ? Donc, je vais placer les points sur la courbe que vous voyez là apparaître. On précise quelque chose, c'est-à-dire que même si on est en 2021 aujourd'hui, le scénario RCP 2.6 commence en 2010. Et donc, nous, on est obligé de repartir de 2010 jusqu'à 2050 parce que le scénario va sur cette période-là. Je place donc le point d'intensité carbone de la société en 2010, qui est donc de 2,3. Et je place le point d'intensité carbone en 2020, qui est donc de 2,2. Ensuite, je vais voir si ces points sont sur la courbe d'alignement de la société, c'est-à-dire la courbe bleue que vous voyez sur l'écran. Et là, qu'est-ce que je vois ? 2020, elle n'est pas alignée. Alors la question, c'est comment est-ce que je trace cette courbe d'alignement d'intensité carbone de la société ? Cette courbe bleue.
cette courbe bleue. Pour tracer la courbe bleue, c'est-à-dire la courbe d'intensité carbone cible de la société à horizon 2100, je vais m'appuyer sur la courbe cible, la trajectoire d'intensité carbone du secteur. Je sais qu'entre 2010 et 2020, le secteur doit diminuer son intensité carbone de 20%. Je sais aussi que ma société, au vu de son intensité carbone en 2010, doit atteindre une intensité carbone du secteur de 0,89 à horizon 2100, ce qui fait un effort total de baisse d'intensité carbone de 1,45. Et donc, pour savoir quel est l'effort en termes de diminution de l'intensité carbone de la société à horizon 2020, je vais faire 20%, c'est-à-dire la baisse du secteur, multiplié par tout le chemin que la société a à parcourir jusqu'à 2100, c'est-à-dire 20% de 1,45. Et ça va me donner le point qu'elle doit atteindre en 2020, et ainsi de suite pour toutes les années de la courbe. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? Je résume un petit peu parce que on a besoin un petit peu d'être cadré. Donc la première partie, c'est qu'on a choisi notre scénario RCP26. La deuxième partie, on a changé ce scénario macro en scénario micro par secteur. La troisième partie, on a mesuré l'intensité carbone de la société. Donc, c'était les fameux 2,3, 2,2, etc. Climatique cible de l'entreprise. Les points. Et ensuite, en quatrième partie, on a comparé les points de la société avec le benchmark cible. Mais là, dans notre cas, on a vu que finalement, on n'était pas sur notre scénario de degrés. Donc, on pourrait très bien dire, si par exemple toutes les sociétés étaient comme ça, qu'elles n'étaient pas alignées, on pourrait juste répondre, eh bien non, notre portefeuille n'est pas aligné à l'accord de Paris. Parce qu'on n'est pas sur les trajectoires. Mais en fait, ce n'est pas vraiment satisfaisant. Parce que là, ce qu'on a envie de dire, ok, on n'est pas sur les 2 degrés, mais on est sur combien de degrés finalement? Et donc là, pour déterminer sur combien de degrés, on va reprendre les autres scénarios pour voir sur quel scénario ma société est. Et donc là, par exemple, je reprends mon scénario RCP45, je graffe le scénario RCP45 par rapport à l'intensité carbone de la société, et qu'est-ce que je vois? Magique! Ça tombe comme par magie pile sur ce scénario-là. On a évidemment fait exprès. Et donc là, je sais que la performance climatique de ma société suit le scénario RCP46. Donc ma société, aujourd'hui, est à 3 degrés. Donc maintenant, je fais ça pour tout mon portefeuille. J'ai mes poids, j'ai mes températures. Et donc là, je vois que mon portefeuille, par exemple, la température de mon portefeuille, c'est 2,2. Donc comment aligner mon portefeuille à l'accord de Paris? Je peux faire quelque chose qui est très simple. Je vais juste changer quelques poids. Boum! Et là, en diminuant les poids qui ne sont pas alignés et en augmentant ceux qui sont légèrement en dessous, j'aligne à l'accord de Paris. Tout ce qu'on vous a montré là, vous pouvez également le retrouver sur un fichier Excel qu'on vous montre juste rapidement. C'est un fichier Excel du SBTI qui est extrêmement bien fait. Vous pouvez choisir le secteur, vous mettez l'intensité carbone de la société, la production, les émissions, scope 1, scope 2, scope 3. Et là, il vous graffe automatiquement la trajectoire climatique cible des sociétés. Ce fichier est super bien fait, on pourra vous l'envoyer si vous voulez. On vous habitue aux petits bonus dans nos vidéos, et donc aujourd'hui, le bonus de cette vidéo, ça sera une petite comparaison des différentes méthodologies des sociétés qui calculent les températures de portefeuille. Donc là, vous avez vu, on vous en a listé à peu près 13. Ces 13 fournisseurs, ces 13 sociétés, utilisent des méthodologies complètement différentes les unes des autres. Nous, on vous a présenté une méthodologie, mais en fait, il y a énormément de méthodologies parce qu'à chaque fois, on doit prendre des hypothèses différentes de scénarios, de scopes, de températures, etc. Donc là, en fait, on vous a présenté un tableau en vous expliquant quelles sont les différences entre chaque méthodologie. Si vous demandez de calculer la température de vos portefeuilles à ces 13 sociétés, vous aurez 13 températures différentes. Il n'y en a aucune qui va trouver la même température. Donc, calculer la température d'un portefeuille, il faut vraiment que ce soit relatif par rapport à un autre portefeuille utilisant la même méthodologie. Et dire qu'on a un portefeuille 2 degrés ne veut rien dire en soi par rapport à la température qu'il va vraiment faire en 2100. Je le précise quand même. Et pareil, pour un 3 degrés, le chiffre, en fait, c'est juste comme si on donnait une notation.
mais on donne une notation en degrés, mais ce n'est pas vraiment le degré de la température extérieure. Et ça, c'est une très bonne transition pour le dernier point qui est en fait la vigilance à avoir avec les méthodes d'alignement. C'est un super outil parce que ça vous donne des indications sur la composition de votre portefeuille. C'est un outil mathématique, on l'a vu, qui repose sur des scénarios climatiques et globaux, population, GBP, etc. Mais c'est un outil mathématique qui est encore imparfait. Et donc, il faut bien le savoir avant de se lancer dans cette aventure. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, il n'y a aucune méthodologie qui a été approuvée par le régulateur, même si la loi demande quand même aux acteurs financiers de publier des informations sur leur stratégie d'alignement. Donc, ça veut dire qu'on est en plein apprentissage, et c'est super de le faire, il faut commencer, mais il faut toujours déjà savoir quelles sont les données utilisées, les sources des données, est-ce que c'est des statistiques, est-ce que c'est des données réelles, quels sont les scopes d'émission, etc. Donc, il faut prendre des pincettes et bien communiquer sur la méthodologie utilisée et l'objectif. Parce qu'à la fin, avoir un portefeuille qui fait 2 degrés, 4 degrés ou 12 degrés, finalement, c'est pas vraiment ça qui compte, c'est qu'est-ce qu'on fait avec le portefeuille. Est-ce qu'on prend des engagements pour que les sociétés réduisent l'intensité carbone de leur production, par exemple. Et voilà, nous arrivons malheureusement à l'issue de notre vidéo. On espère que vous avez passé un bon moment et surtout que vous avez commencé à comprendre ce que c'était que l'alignement. Donc nous, Moonshot, qu'est-ce qu'on fait ? On fait des vidéos. Si vous voulez voir d'autres vidéos dans cette thématique, eh bien, n'hésitez pas à aller les voir sur YouTube. On a aussi un podcast qui s'appelle Finance et Biodiversité où on invite on invite certains acteurs de la finance durable. N'hésitez pas à écouter le podcast Finance et Biodiversité. Et enfin, Moonshot, c'est une société de conseil et donc nous accompagnons les sociétés financières, les sociétés de gestion, les banques, les assurances, sur tous leurs sujets en lien avec la finance durable. Je vous souhaite une excellente soirée, matinée, un bon déjeuner et à très bientôt. À bientôt.